Bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez juste me mettre un petit mot dans le forum pour confirmer que le son est bon? Magnifique. Merci. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment, ça faisait les 6 semaines en gros, voilà, sur lesquelles on s'est engagé de faire des webinaires. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est particulièrement d'actualité. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. C'était pas prévu, hein, franchement, mais merci, ça me fait plaisir. Sur un sujet qui est tout à fait d'actualité, c'est l'amélioration continue des processus métiers. Et aujourd'hui, en fait, ça n'a jamais été aussi important parce que si on veut digitaliser une entreprise, elle ne peut pas se digitaliser sur des processus qui ne fonctionnent pas. Merci Cédric. C'est pas possible. Si on veut digitaliser l'entreprise, il faut que les processus soient déjà fluides. Si pour traiter je veux dire, un bulletin d'inscription, je dis n'importe quoi, si vous êtes dans une assurance, dans une mutuelle, pour pouvoir produire des propositions financières, pour pouvoir traiter des dossiers d'adhésion, des suivis clients, etc., si le process n'est pas fluide, il n'a aucune chance de pouvoir se faire digitaliser. Et du coup, c'est pour ça que depuis quelques années, on assiste à une explosion des formations et des certifications sur l'INSEE Sigma. Merci beaucoup, Rami. Parce que, en fait, la digitalisation met en exergue, en fait, fait remonter toutes les petites choses qui ne vont pas. Si on veut digitaliser un processus, il faut qu'il soit fluide. Il faut qu'on sache exactement qui fait quoi. Est-ce que les outils sont bons? Est-ce qu'ils peuvent se parler les uns les autres? Et donc, ces méthodologies d'amélioration continue comme l'INSEE Sigma deviennent extrêmement importantes. Et c'est pour ça que on s'est permis de vous proposer ce petit sujet-là aujourd'hui. Il y a eu plein de gens qui ont voté pour choisir ce sujet. Et donc, c'est le moment qu'on va passer ensemble avec grand plaisir. Alors, je me présente rapidement, donc Marc-Noël Fauvel. J'ai créé Skills for All, qui est un organisme de formation en digital learning, c'est-à-dire qu'on a une plateforme d'apprentissage de toute dernière génération sur lesquelles les parcours sont enregistrés, qui peuvent être suivis évidemment 24/7/365. Il y a beaucoup d'accompagnement parce qu'il y a des forums, il y a des ateliers en vidéoconférence, etc. Une de nos spécificités, c'est que tous les formateurs ne sont pas juste formateurs, c'est tous des opérationnels en entreprise, d'anciens managers, d'anciens DSI, d'anciens auditeurs, etc. Et donc, ils ont plein de choses, on a tous plein de choses à raconter pendant nos formations. Et pourquoi est-ce que je vous parle de l'INSEE Sigma aujourd'hui? J'ai eu l'occasion pendant des années de mettre en place ce genre de méthodologie pour améliorer des processus métiers. Alors, ça vient de l'industrie, mais ça n'est pas fait que pour les processus industriels, bien loin s'en faut, parce que ça marche très bien pour les processus informatiques, par exemple la gestion des incidents, le support aux utilisateurs, tout ça sont des process qui gagnent à être améliorés, mais ça marche aussi pour tous les processus de production, même de services, hein, gérer des dossiers clients, gérer des inscriptions, mettre en place des remboursements dans les mutuelles, dans les assurances, des prêts bancaires, etc. Tout est process aujourd'hui dans les entreprises et surtout dans les entreprises d'une certaine taille. Et donc, tous ces processus-là peuvent bénéficier énormément de l'apport de l'INSEE Sigma. Et donc, vous, par ce truchement-là, en vous formant et en vous certifiant à ces méthodologies-là, évidemment, c'est un gros apport pour l'entreprise, mais c'est aussi des grosses compétences et une grosse reconnaissance pour vous. Donc, pendant des années, on a mis en place du l'INSEE Sigma. C'est pour ça que je me permets de vous en parler un tout petit peu aujourd'hui. Alors, ça, je le passe parce que vous l'aurez, si vous voulez pouvoir télécharger la présentation, elle vous sera mise à disposition. Il faut juste que vous soyez inscrit ou que vous nous donniez vos coordonnées mail et on va pouvoir vous envoyer la proposition et la présentation. C'est une diapo qui recense, qui essaye d'articuler en gros comment fonctionnent les plus grandes pratiques largement répandues en entreprise qui concernent la gestion de projet, l'amélioration continue, que vous avez tout en bas de la diapo avec justement l'INSEE Sigma, mais également la gouvernance, l'agilité, la qualité avec ISO 9000. C'est en gros, ça c'est toute notre offre, et c'est en gros comment les choses s'articulent les unes avec les autres. Et aujourd'hui, l'INSEE Sigma, qu'est-ce qu'il fait? Il va améliorer n'importe quel type de processus dans l'entreprise et vous aider à monter en compétence là-dessus. L'objectif de nos webinaires, là, très rapidement, pour qu'on puisse passer évidemment au contenu et au sujet qui nous intéresse, c'est de vous aider à progresser et à trouver les solutions à vos soucis professionnels, à vos problématiques professionnelles. Bien sûr, on vend de la formation, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de bien comprendre votre besoin et vous aider à progresser, que vous ayez l'outillage, la méthodologie qui va bien pour franchir une étape,
pour aller plus loin, pour aller chercher de nouveaux postes, de nouvelles responsabilités, des projets plus gros, plus ambitieux. Ce genre de choses qui va vous permettre derrière d'être plus efficace, d'augmenter en salaire, en taux journalier si vous êtes indépendant, etc., qui va vous permettre voilà, d'aller plus loin, de franchir une étape. C'est toute la vocation de ces pratiques, évidemment. Les webinaires, c'est toutes les 3-4 semaines. On va traiter d'une de vos problématiques parce que systématiquement, on pose la question de savoir quels sont les sujets qui vous plairaient de traiter pendant nos webinaires. On a envie que ça soit le plus fortement interactif possible, donc n'attendez pas la fin du webinaire pour poser vos questions, allez-y directement, j'ai sous les yeux le chat, et donc je peux au fur et à mesure que vous avez des questions, essayer d'y répondre. S'il y en a beaucoup, on les notera, évidemment, elles sont enregistrées, et on va pouvoir y répondre en off, ensuite, si vous nous laissez votre mail, bien entendu. Mais donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, je m'interromprai un instant pour répondre à celles qui sont dans le chat. Et puis, comme ce n'est pas tous les jours mardi, 10 minutes en gros avant la fin du webinaire, je vais vous proposer un cadeau uniquement pour vous, les personnes qui sont inscrites et qui suivent ce webinaire en live, pas ceux qui vont aller rechercher l'enregistrement, hein, si vous voulez, ça sera pour les personnes en live, on va vous offrir quelque chose et je pense que ça devrait bien vous intéresser, mais on va laisser le suspense évidemment encore quelques minutes. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que l'Lean Six Sigma? Qu'est-ce que c'est que cette méthodologie? On parle de ça aujourd'hui. Parce que c'est une méthode qui est extraordinairement puissante. En fait, il y a des choses dont on n'arrive pas à s'y attaquer en entreprise. C'est quand on a des problèmes d'organisation qui sont lourds, des tas de gens. Bref, qui touchent nos processus principaux. Les processus principaux de l'entreprise, c'est ceux auxquels on n'a pas envie de toucher, parce que c'est desquels dépend le business, dépend le chiffre d'affaires, dépend de l'activité de plein de gens. Et changer un mode opératoire, changer d'outils, etc., ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes pour l'entreprise. Donc, on hésite toujours à se lancer dans une démarche d'amélioration de processus. Or, eh bien, on a l'outillage qui permet de faire ça et qui permet de le faire depuis des années, puisque c'est des méthodologies qui datent des années 50. Pourtant, elles sont toujours d'actualité et ça, vous pouvez vraiment me croire. On va le voir ensemble de toute façon. Et c'est des méthodologies qui étaient utilisées là où les processus sont les plus sensibles, sont les plus coûteux et sont ceux sur lesquels repose toute l'organisation. Typiquement, l'industrie auto et l'industrie électronique. Donc, on peut faire confiance à des méthodologies qui touchent au cœur des grosses entreprises qui sont fortement orientées industrielles pour que ça marche sur nos entreprises de services, nos processus métiers, les choses dont la vie de l'entreprise ne dépendent pas forcément, mais qui sont un vrai enjeu pour l'organisation. Donc, Lean Six Sigma, en fait, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais c'est pour juste comprendre de quoi on parle. C'est en fait l'accolement de deux méthodologies différentes et extraordinairement complémentaires. Vous avez d'un côté le Lean qui provient de l'industrie auto de Toyota des années 50, où leur problématique dans les années 50, c'était après-guerre évidemment, ils n'arrivaient pas à produire assez. Donc ils avaient une problématique de production, de quantité de production. Et cette méthodologie, elle parle d'éliminer les gaspillages pour augmenter la flexibilité. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'accélérer le rythme de production, c'est de pouvoir sortir à l'origine plus de voitures, encore plus de voitures, et sortir plus de dossiers d'inscription, c'est sortir plus de dossiers de prêt, c'est sortir plus de réponses à des appels clients, à de l'instruction d'incidents, etc., peu importe. Ça, c'est le plus, ça c'est le Lean. Mais dans le même temps, il faut faire attention à la qualité. Faire très très vite et mal, je crois qu'on sait tous à peu près faire. Par contre, faire vite et bien, ça c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de l'autre méthodologie qui s'appelle Six Sigma. Et Six Sigma, ça vient de l'industrie électronique, c'est Motorola. Eux, ils avaient des problèmes de qualité. Il faut, quand on grave une puce électronique, il ne faut pas qu'il y ait de défaut du tout. Enfin, je veux dire, voilà, il ne peut pas y avoir un transistor avec la patte à l'envers et puis la tête qui pend. Il faut que tout soit parfait. Et donc, eux, ils étaient dans le zéro défaut. Il fallait absolument éviter les défauts. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une corrélation directe entre les défauts et la variation du processus. Dès qu'il y a un petit changement sur la température, dès qu'il y a un petit changement sur le mode opératoire, sur la constitution des matériaux, etc., la concentration, tout ce que vous voulez, ils sont dans l'industrie, évidemment, eh bien, ça a amené des défauts. Et donc, ils ont mis en place toute une méthodologie qui vise à éliminer les défauts. Et quand on l'accole, c'est le Six Sigma, pardon. Et quand on l'accole à la méthodologie Lean, on a un process qui devient fluide et qui ne génère pas pour autant de défauts.
C'est ça l'énorme puissance d'accoler ces deux méthodologies l'une avec l'autre. Alors, si ça marche pour des entreprises industrielles qui sont extrêmement sur le processus, évidemment, eh ben, ça va marcher évidemment aussi pour nos entreprises de services qui le sont en général beaucoup moins. Parce que quand il y a une variation d'un centième de degré d'un four ou d'un équipement, c'est pas la même chose que de prendre 2 ou 3 minutes de plus pour traiter un dossier d'inscription dans nos process d'inscription ou de production de devis. Vous êtes d'accord, hein, c'est quand même pas la même chose. Donc, ils sont beaucoup plus matures dans l'industrie. Nous, dans les services et dans tout ce qui tourne autour des processus métiers, en général, on l'est beaucoup moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une méthodologie qui va nous permettre de faire gagner énormément, qui va nous permettre de très, très rapidement d'augmenter en performance, en rapidité, etc., en qualité des dossiers traités. Je vais prendre un exemple avant de venir un petit peu dans le cœur de la méthode. C'est si vous avez un processus de gestion de notes de frais, de compta ou ce genre de choses-là, un petit coup de ligne et tout de suite vous gagnez 40% d'efficacité. Il suffit que vous enleviez une validation par un boss ou n'importe qui. Je ne dis pas qu'il ne faut plus de validation de boss, je suis juste en train de dire que de temps en temps, il y en a plusieurs et qu'elles ne servent peut-être pas forcément. Ça, c'est ce qu'on appelle un gaspillage. Ben, il suffit d'éradiquer une ou deux validations, ou bien de les mettre au bon endroit, ou bien de revoir le circuit, et vous améliorez un process de 80%, un process de service. C'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire. Et aujourd'hui, on n'est pas obligé d'utiliser toute cette méthode-là au complet. Il suffit parfois d'aller prendre des choses dans la définition, d'aller prendre des choses dans la mesure, d'analyser un certain nombre d'éléments, d'améliorer, évidemment, hein, au fur et à mesure, et puis de contrôler ce qui a été fait. Parce que l'idée, c'est, d'accord, faire une action d'amélioration, c'est bien, mais il ne faut pas qu'ensuite l'amélioration se perde, qu'on redescende en niveau de performance ou en niveau de qualité. Tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que le niveau de qualité et de performance atteint serve de base au franchissement d'une nouvelle étape. Et ça demande une approche structurée. Cette approche, Lean Six Sigma, c'est une démarche en gros en 5 grandes étapes. D'abord, on définit le périmètre de l'amélioration. Qu'est-ce qu'on va traiter? C'est quoi notre processus? Et quand on parle du process, vous pouvez avoir plein de vues différentes. Les sales n'auront pas la même vue du processus que le marketing, qui n'aura pas la même vue du process que la logistique, qui n'aura pas la même vue du process que les finances, etc. C'est tout l'enjeu d'un processus, bien sûr, c'est d'être transversal. Donc, d'abord, on va bien le cadre de notre projet d'amélioration. Ensuite, on va mesurer. Parce que voilà, on se dit tous, oui, c'est mieux, ça marche plus vite, etc. Mais est-ce qu'on a un indicateur qui permet d'être sûr de ça? Et ensuite, est-ce qu'on sait analyser ces indicateurs? C'est pour ça qu'il y a cette phase d'analyse. Parce que quand on prend des décisions sur des moyennes, c'est pas bon du tout. Il faut prendre des décisions sur la population. Là, vous me voyez arriver avec un petit peu de statistiques. On fait tous des échantillons. On mesure le temps de traitement de 3-4 dossiers, on mesure la largeur de je ne sais pas trop quoi, de telle pièce quand ça sort de l'usine, etc. Mais faire la moyenne d'un échantillon, ça ne veut pas dire que toute la production réagit comme ça. Et là, on a entre les deux ce qui s'appelle la statistique. Et ça, c'est vraiment important que on maîtrise un petit peu, à minima, les outils statistiques. Alors, c'est toujours ce qui peut faire peur dans des méthodos comme Six Sigma, c'est leur réputation. Il y a plein de gens qui disent « Oh là là, le Six Sigma, c'est pour les matheux, moi je ne suis pas statisticien, je ne vais pas y arriver ». C'est absolument faux. Enfin, je veux dire, bien sûr, il y a de la statistique, mais quand vous faites une moyenne, vous faites de la statistique descriptive. Il ne faut pas l'oublier, quand vous calculez un montant moyen ou bien un temps médian ou un revenu médian, vous faites de la statistique descriptive. Ça ne fait pas de vous un Einstein, et moi non plus, et sinon, on n'y arriverait jamais. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin d'être statisticien et d'être matheux pour faire du Six Sigma. Il faut juste suivre la méthodologie. Et tout est expliqué. Dans la phase d'analyse, on explique absolument tous les outils indispensables et leur mise en œuvre opérationnelle. C'est pour ça que dans toutes ces formations-là, vous avez l'utilisation d'outils qui vous permettent de mettre en œuvre cette méthodologie-là. Nous, on parle de Minitab, il y a d'autres outils également qui existent. Et il faut s'outiller, parce que faire ça avec Excel, il y a de quoi se flinguer à un moment donné. Je veux dire, refaire un calcul de test d'hypothèse dans Excel, ça n'a aucun sens. Enfin, vous alliez y passer 2 jours, vous ne serez pas sûr des résultats. Il faut tout de suite s'outiller. Et là, on voit la vie autrement et ça devient vraiment plus un problème. Donc, il n'y a pas besoin d'être un mathématicien pour faire du Six Sigma, Dieu merci.
il y a tout ce qu'il faut dans la formation, dans l'outillage, pour que vous puissiez apprendre à manipuler tout ça et que ça soit tout à fait concret dans votre quotidien. Alors, mettre en place, j'ai une question de Anouar. Mettre en place le Lean Six Sigma pour améliorer un processus de conformité, mais absolument. En fait, à partir du moment où on parle de process, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un process? On va revenir là-dessus, mais c'est un ensemble d'activités qui sont liées les unes aux autres et sur lesquelles travaillent un certain nombre d'acteurs, différents, naturellement, et puis qui prend en charge un certain nombre d'inputs et qui les convertit en output. Typiquement, j'ai un appel client dans un processus de vente, et bien à la sortie, j'ai un devis ou bien j'ai une prestation qui est achetée ou qui est commandée. Tout dépend de là où commence et s'arrête votre processus naturellement. Mais à partir du moment où j'ai plusieurs actions qui doivent être réalisées par plusieurs des personnes différentes, et bien du coup, j'ai un processus. Donc, quel que soit le type de process, vous pouvez sortir de ce type de méthodologie. Et c'est une excellente question parce qu'on peut ne pas avoir le réflexe. On dit, bah, ça, c'est des process industriels. Non, pas du tout. On est tous dans un monde de processus. Et donc, comment améliorer ça? Comment améliorer le travail au quotidien? Comment faire en sorte que les administratifs parlent mieux aux ventes et que les ventes fassent les bonnes actions par rapport aux administratifs, par rapport à l'actuariat, par rapport à tout ce que vous voulez? Et bien ça s'appelle un processus. Et si on parle de conformité, c'est exactement la même chose. Nathanaël qui nous dit, voilà, je devrais vous quitter à 10h30, à midi et demi. Désolé, on est vraiment très triste de vous voir partir, mais on est là. Un petit mail sur contact@skills4all, à tout moment, on sera ravis. Je confirme, ça c'est Arnaud, j'ai suivi tout votre cycle Yellow et Green, ce cours est super, merci beaucoup. Et j'espère surtout, mais j'en suis sûr, que vous allez pouvoir réutiliser ces méthodologies-là, ces outils-là dans votre travail au quotidien. Et il suffit parfois de quelques-uns des outils qui sont vus pendant la formation pour que vous arriviez à une augmentation de performance tout à fait considérable. Il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose d'extraordinairement complexe. Ensuite, on parle de l'amélioration. Alors, l'amélioration, ça nécessite qu'on ait bien compris les causes du dysfonctionnement, qu'on ait bien compris pourquoi est-ce qu'on a eu cette variation de qualité ou pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à atteindre le niveau de performance attendu. Il y a l'identification des causes profondes qui est une étape extrêmement importante parce que sinon, on colle un sparadrap sur une jambe de bois. C'est-à-dire, OK, je colmate la fuite, mais en fait, la fuite elle vient d'avant et ça continue à fuir, en fait. Ça, c'est toute la partie Improve où il y a plein d'outils extrêmement puissants qui vous permettent de déterminer des corrélations entre la qualité de sortie de votre process et puis les éléments d'entrée. C'est d'une puissance extraordinaire. Et puis la dernière phase, qui est la phase de contrôle, tout simplement, une fois qu'on a fait ces actions d'amélioration et qu'on a obtenu le niveau de performance supérieur, le niveau de qualité supérieur, etc., il ne faut pas que ça redescende. Et donc, la phase de contrôle, c'est de mettre le process sous électrocardiogramme, si vous voulez. On mesure un certain nombre de grandeurs pour être sûr que le niveau de qualité ne descend pas, pour être sûr que le niveau de performance ne descend pas et qu'on puisse enclencher une en qualité et en performance. C'est toute la phase de contrôle, c'est une phase extrêmement importante. Toutes ces 5 phases-là sont fondamentales et sont vraiment très clairement explicitées dans la méthodologie. Il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste se laisser porter et suivre le process. Nathanaël qui dit merci beaucoup, oui, avec grand plaisir pour le replay, bien entendu. Olivier nous dit bonjour, comment peut-on rapprocher cette méthodologie d'une démarche d'amélioration de type PDCA? C'est tout à fait complémentaire. Dans PDCA, en fait, on est dans de l'amélioration continue, l'amélioration douce. Voilà, la planification, la réalisation des actions planifiées, le contrôle de l'action planifiée et puis l'atteinte du degré supplémentaire. C'est la même orientation pour Lean Six Sigma, sauf que là, on a un gap, on a un saut. C'est-à-dire l'amélioration continue de type PDCA, Plan Do Check Act, c'est vraiment une roue qui monte une pente. C'est en général l'image qu'on emploie et qui monte doucement. Six Sigma, ça peut vous faire un gap en performance. Ça peut vous faire plus 40% en performance ou même parfois plus 80% en performance. J'ai vu des process où il y avait 3 étapes qui étaient supprimées, qui servaient en fait à rien du tout, sauf à rassurer le management, et on a augmenté de 80% la performance. Donc, ce n'est pas de l'amélioration douce, c'est de l'amélioration quasi en rupture. Et donc, c'est pour ça que ces méthodes-là sont extraordinairement puissantes et qu'elles complètent les approches de type PDCA. Alors, Olivier nous demande également quelle serait la plus-value pour un business analyst d'être certifié Lean Six Sigma. Dans la fonction de business analyst, c'est passionnant, hein, c'est mieux comprendre le métier
Et c'est réussir à aller chercher, en fait, le besoin derrière l'expression des utilisateurs. Parce qu'en tant que business analyst, vous savez bien que les utilisateurs, ils vous soumettent principalement leur envie. Mais quel est le besoin derrière? Pourquoi est-ce que vous nous demandez ça? Quel est le vrai besoin qui se cache derrière? Vous nous demandez de capter ce type d'information-là, d'aller chercher ce type de données-là. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Et ça, c'est vraiment le rôle du business analyst, c'est d'interroger la demande client pour aller au plus près du besoin. Et puis après, évidemment, de l'exprimer d'une forme qui soit compréhensible par d'autres équipes, et notamment les informaticiens. C'est exactement la démarche d'amélioration continue. L'idée, et notamment dans la phase d'improve, c'est quelle est la véritable explication de ce dysfonctionnement? Quelle est la cause commune? De la même manière que vous allez rechercher le besoin dans l'expression de la demande, le Lean Six Sigma va chercher la cause qui est à l'origine de ce dysfonctionnement ou de cette perte de performance et va vous amener tout naturellement à l'éradiquer. Déjà, à l'identifier. Parce que quand vous êtes dans un process industriel, vous pouvez avoir des dizaines et des dizaines de variables, de causes. En fait. Cette méthodologie va permettre d'identifier là les quelques causes principales et de vous concentrer sur l'action. Être Lean Six Sigma pour un BA, c'est une démarche totalement complémentaire. C'est d'aller interroger la cause profonde et de tout de suite mettre en évidence soit la proposition de valeur qui va bien, soit l'expression du besoin qui va bien. Pour moi, c'est vraiment deux démarches complètement complémentaires. Olivier nous dit, peut-on appliquer Lean Six Sigma à la gestion documentaire? Si oui, comment? Oui, parce qu'en fait, dans le problème des GED, le problème de la gestion documentaire, souvent, c'est que ça devient très, très vite un immense dépotoir, pardon, je veux choquer personne, mais une quantité astronomique de documents dans tous les sens. Alors évidemment, on peut retrouver des choses avec un moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'est juste, je ne veux pas avoir le problème de la classification et donc je confie à un moteur le soin d'aller rechercher le truc que j'ai mis dans mon chantier épouvantable. Je lui laisse le choix de le rechercher. Mais néanmoins, il y a tout, c'est un véritable process de collecte des documents, quand même d'indexation du document ou de tagage des documents, de vocation du document, etc. Et donc, ce n'est pas idiot de mettre en place un processus, éventuellement de validation, encore une fois, de collecte et ce genre de choses-là. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin. Mais avoir une démarche de processisation, je vais dire comme ça, de la gestion documentaire, je pense que c'est une excellente démarche. Et à partir du moment où vous avez process, évidemment, de toute façon, vous avez amélioration du process. Alors, on me demande également, puis après je vais reprendre, est-ce possibilité de l'appliquer dans le cas d'un nouveau produit? Alors, Lean Six Sigma, c'est fait pour améliorer quelque chose qui existe. C'est du run, si vous voulez, c'est de l'amélioration de process qui sont déjà établis. Pour mettre en place un nouveau processus ou mettre en place un nouveau produit, là, c'est une démarche de build qu'il vous faut, c'est-à-dire soit une démarche de conception de type design thinking, soit une approche de construction de type gestion de projet. Et donc, du coup, ce n'est pas du Lean Six Sigma. Là, c'est plutôt de la construction que vous me soumettez. On est en train de parler d'amélioration continue de quelque chose qui existe. Alors, j'avance un tout petit peu et puis je vais répondre aux autres questions, bien sûr, avec grand, grand plaisir. Il y a un outillage dans cette méthodologie Lean Six Sigma. L'outillage, il est très important en termes de volume. Et vous n'allez pas tout utiliser dans cette démarche-là, mais le fait d'avoir vu un certain nombre de ces outils, tous ces outils-là, leur puissance, là où ils peuvent apporter des réponses opérationnelles. On n'est pas du tout dans la théorie. Là, on n'est pas en train de suivre un cours sur la théorie du tout et puis l'inverse, comme aurait dit l'humoriste. Non, on est en train de passer en revue une méthode qui va vous fournir les outils nécessaires pour adresser n'importe quel problème d'amélioration de process et que ce soit les process les plus complexes ou les process les plus tranquilles, les moins complexes. Et donc, l'outillage est très important. Et tout l'enjeu du certifié Lean Six Sigma, c'est de comprendre quel outil il va utiliser à quel moment pour quel usage. Et donc, l'idée, c'est de passer en revue ces différents outils en fonction, évidemment, de la responsabilité de la personne, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Et donc, cet outillage, il n'est pas forcément naturel. Il y en a un certain nombre. L'élimination des gaspillages, ça c'est un outil vraiment très très simple. Le 5S pour classer, pour ranger son plan de travail, son espace de travail, machin, etc. Ce sont des choses assez naturelles. Mais il y a des outils qui le sont moins, notamment dans la statistique. Or, c'est des outils qui sont extraordinairement puissants, qui ne sont pas particulièrement compliqués. Il faut juste apprendre à les manipuler, faire des cas concrets dessus, savoir dans quel cas ils s'appliquent ou pas. Et ce sont des outils d'ailleurs qui renaissent en intelligence artificielle. Quand vous parlez
quand on parle en green belt et en black belt, de régression multiple, de régression non linéaire, de design experiment, etc., sont des technologies qui sont utilisées, de descente de gradient, sont des choses qui sont utilisées en intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, faire un petit peu de Six Sigma, ça vous fait voir des choses qui sont extraordinairement d'actualité. Je le répète encore une fois. L'outillage est très important. Tout ça se voit d'une manière tout à fait fluide pendant un cursus de formation au Lean Six Sigma. C'est bien sûr à ça qu'on passe la majeure partie de son temps. Alors, je disais qu'il y a des rôles différents dans Lean Six Sigma. Vous avez différents niveaux. Alors, ils ont repris la dénomination, vous savez, des belts en arts martiaux. Vous avez la Yellow Belt, donc ça, c'est le premier niveau, mais qui est déjà un sacré bon petit niveau, parce que c'est 5 jours, en gros, de formation. Il y a beaucoup de contenu, on voit beaucoup de choses, c'est très large. Et en général, on est surpris par le niveau Yellow parce qu'on se dit, bon, c'est bon, je vais pouvoir faire ça en regardant ma série sur Netflix sans aucun problème. Que nenni. Il y a beaucoup de contenu. C'est très intéressant, c'est vaste et ça vous fait voir plein de choses. Et souvent, vous avez beaucoup d'outils déjà au niveau du Yellow Belt qui sont réutilisables immédiatement. Ensuite, vous avez le Green Belt. Le Green Belt, c'est l'étape d'après où on voit, en plus des outils complémentaires sur l'analyse et l'improve, alors qu'en Yellow, on voit surtout le design, la mesure et puis le contrôle. Et en Green Belt, on commence à monter un peu en responsabilité, en connaissance en profondeur des outils, notamment des outils statistiques. Et encore une fois, tout se fait très bien. Il n'y a pas besoin d'être amateur, Dieu merci, sinon personne n'utiliserait ces outils-là. Et le Green Belt, il est un peu au niveau au-dessus. Il a une vue encore plus large de la méthode. Et puis, vous avez le Black Belt qui, lui, a une vue, ou elle, bien entendu, a une vue complète de la méthodologie et est capable de l'idée, de manager des projets d'amélioration continue. Puis, il y a le Master Black Belt. Un Master Black Belt, c'est pas super clair. C'est quelqu'un qui a déjà fait ça depuis longtemps. Enfin, c'est quelqu'un qui a des cheveux gris, qui connaît un petit peu le truc. La définition n'est pas ultra normalisée de ce que c'est qu'un Black Belt, et c'est qu'un Master Black Belt. Et du coup, c'est aussi ce qui rend la chose pas très, très claire parfois. Donc, il y a des niveaux différents, bien entendu. Il y a des formations différentes pour ces différents niveaux. Les niveaux de responsabilité sont pas les mêmes. Maintenant, ça s'applique, encore une fois, à tous les process. Évidemment, ça vient du milieu industriel, mais ça s'applique à tous les processus de service, les adhésions, la relation client, les dossiers complexes, les dossiers de prêt, tout ce que vous voulez, les inscriptions, le suivi des commandes, les achats, le juridique, tout peut être amélioré dans le cadre d'un process. Dans l'IT, c'est également extrêmement présent parce qu'il y a des process informatiques qui sont très structurés, comme la gestion des incidents, la gestion du centre de service, la qualité des services, les SLA, etc. Tout ça est extrêmement processé. Et puis, nettoyer et fluidifier un processus, c'est nécessaire si on est en train de travailler à de la digitalisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un processus qui n'est pas fluide ne se digitalisera pas. Ce ne sera pas possible. Il y aura tout le temps des défauts, il y aura tout le temps des imprécisions et on ne pourra pas industrialiser ce processus-là. Alors, Benoît qui me dit, que pensez-vous de l'approche Value Stream Mapping? Cette approche, elle est intégrée à la phase de mesure. Donc, on la voit en détail. C'est une excellente approche pour cartographier le processus et le rendre clair pour tout le monde et commencer à regarder ce qui peut être mesuré et ce qui pourrait être amélioré, là où sont les gaspillages, là où sont les goulots d'étranglement dans le processus. C'est une méthode tout à fait intégrée à Lean Six Sigma. Rami me dit, le Lean est-il complémentaire avec les méthodes agiles, Scrum par exemple? Alors, quand on parle de Lean, vous avez vu que c'est un concept général qui vise à éradiquer les gaspillages. Quand on fait de l'agilité, on est forcément lean. Quand on a l'idée de l'agilité, on ne pense pas à un hippopotame. On ne dit pas, citez-moi un animal que vous considérez particulièrement agile. Moi, je pense à l'hippopotame. D'accord. On est agile parce qu'on est fin, parce qu'on est léger, parce qu'on est débarrassé de gaspillage, de tout ce qui est, etc. La démarche agile, elle est forcément lean. C'est ce que je veux vous dire. Donc, quand vous faites du Scrum, maintenant, on fait du lean agile. Parce qu'on ne peut pas être agile si on n'a pas un process extrêmement épuré pour construire un nouveau produit. Et si vous regardez Scrum, le Scrum est Lean Agile, évidemment. Donc, c'est complètement complémentaire. Le Lean et l'agilité, c'est même pas complémentaire, c'est intégré, en fait.
Farid me dit, pourquoi le Six Sigma est beaucoup relié à l'industrie automobile et à l'auto? Tout simplement parce que ça vient de ces industries-là, ça vient de ces problématiques-là, qui sont des problématiques extrêmement cruciales pour ces entreprises-là, parce que si la chaîne de production, elle s'arrête, il n'y a plus d'avions qui sortent, il n'y a plus de voitures qui sortent, et puis à chaque fois que vous gagnez 1% sur une voiture, 1% de gaspillage économisé ou bien de performance, c'est des millions d'euros, c'est des conséquences extrêmement importantes parce que vous produisez des centaines de milliers de véhicules par an. Et donc, dans l'industrie, c'est un problème extrêmement critique et qui a des répercussions particulièrement fortes au niveau de l'entreprise. Donc, ça vient de là, mais ça n'est pas du tout que pour ces entreprises-là. À chaque fois que vous avez un process, vous avez du Six Sigma en possibilité. Mimoun me dit, c'est quoi la différence entre Six Sigma et la méthode de management de programme, Problem Solving Set Step? En fait, le Problem Solving, c'est juste un outil de Lean Six Sigma. Alors, ça n'est pas que dans Lean Six Sigma. Le Problem Solving, c'est dans toute la vie. Dire à titre privé, on fait du Problem Solving aussi. Hein. Mais c'est un des outils qu'on voit dans le Lean Six Sigma et notamment dans l'étape d'Improve où on va chercher quelles sont les causes profondes en fait, du dysfonctionnement ou de la perte de performance. Anouar me dit, mettre en place le Lean pour améliorer un processus de conformité. Mais oui, mais bien sûr, à partir du moment où il y a un processus, il peut y avoir du Six Sigma. C'est évident. À partir du moment où vous avez de l'interaction entre différentes personnes qui doivent faire des actions différentes, etc., vous avez un process. Donc, le process, il peut être amélioré, bien sûr. Allez, je continue un tout petit peu. Processus de service, réduction des coûts de traitement, se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée pour les personnes, s'assurer de la qualité des produits et des services, c'est tout ça ce que va apporter en fait la méthodologie Six Sigma. Et là, c'est vraiment pas de la langue de bois, parce que je l'ai fait dans des tas d'entreprises et tous mes clients le font tous les jours dans leurs entreprises. Quelle est la valeur maintenant d'une certification à Lean Six Sigma? Alors ça, c'est une diapo qui vient de l'ISSC, c'est l'International Six Sigma Company Association, quelque chose comme ça, qui est en fait un organisme qui promeut l'utilisation de Lean Six Sigma dans le monde. Et donc, ils font des enquêtes régulièrement sur quel est le niveau de salaire d'une personne qui est certifiée, une personne qui n'est pas certifiée. Ça commence à dater un tout petit peu. Je peux simplement vous dire que ce qui est communément rencontré, c'est qu'une personne certifiée sur ces méthodologies-là, elle gagne à compétences égales, entre 20 et 35% plus qu'une personne non certifiée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une certification de ce type-là, ça rassure un employeur, ça rassure un client, ça rassure son entreprise, etc., etc. Et ça facilite accessoirement, c'est peut-être pas extraordinaire, mais ça facilite le recrutement aussi quelque part. Je suis désolé de le dire. Une certification, eh bien, c'est un coup de tampon sur un CV. Même s'il y a une expérience qui va bien derrière, évidemment, ça ne remplace pas une expérience. Attention, je suis pas en train de dire que ça remplace une expérience. Ça la complète. Ça, quelque part, la valide, si vous voulez, aux yeux d'un certain nombre de recruteurs et d'entreprises. Mais du point de vue de l'entreprise et du recruteur, c'est la personne, elle est certifiée, elle a tant d'années d'expérience sur le sujet, c'est bon, j'ai plus de doute. On passe un entretien et puis la personne, elle a déjà accès à l'entretien. Un certain nombre d'autres personnes n'auraient pas accès à un entretien parce qu'il n'y a pas de la certification. Ça, c'est une vraie réalité. Et puis pour les indépendants, les salariés, eh bien, il faut savoir que c'est en général entre 20 et 35% de salaire ou de taux journalier en plus, ce qui n'est pas complètement négligeable non plus. Voilà. Maintenant, quels sont les métiers qui sont ciblés? Je ne voudrais pas que ça soit quelque chose de fermé, c'est-à-dire, oui, les responsables de processus, naturellement, c'est d'ailleurs plus une fonction qu'un métier. Les responsables d'ingénierie, les responsables d'amélioration continue, les opérateurs de process, tous ceux qui travaillent dans le lean management, tous ceux qui font du consultanat autour du lean management dans l'IT, les responsables d'exploitation, tous les pilotes, les centres de gestion, les centres de profit, les chefs de projet, les responsables qualité. Enfin, et puis, on a parmi nous des business analysts, on a parmi nous des gens qui sont dans l'inconformité. Toutes ces personnes-là, à partir du moment où elles sont en contact d'un process, eh ben, elles bénéficieront, vous bénéficierez de ces méthodologies-là. J'en ai pas le moindre doute. Donc, je voudrais pas que ça soit juste une liste fermée, évidemment. Alors, Alain me dit, méthodologie Six Sigma pour le build, c'est MADVD. Oui, alors il y a plein de méthodos pour faire de la conception de nouveaux produits. Il y a plein de méthodos maintenant qui tournent aussi au cours de l'éco-conception, ce genre de choses-là. Il y a plein de choses qui sortent. Il y a aussi le design thinking. Pour moi, c'est vraiment la meilleure des méthodos lorsqu'on parle de la page blanche et qu'on veut reconstruire
une expérience client et en décliner les produits qui vont bien justement pour répondre à l'expérience client. Il y a plein de choses qui existent. Notez le design thinking, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement d'actualité, surtout avec toutes les solutions logicielles, etc., qu'on est en train de mettre en place. Itinéline vers quel s'orienter en premier? Alors, Pascal, tout dépend du métier que vous ciblez. Si vous ciblez un métier qui est plus autour de la gestion de projet, qui est plus autour de la mise en œuvre d'une organisation informatique, c'est plutôt utile. Et si vous êtes dans l'amélioration de cette mise en œuvre, là, c'est plutôt lean. Ça dépend ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez plutôt faire du build ou est-ce que vous voulez plutôt faire de l'amélioration du run? Si c'est de l'amélioration du run, c'est Lean, c'est Sigma. Si c'est du build, c'est plutôt utile, c'est plutôt la gestion de projet ou ce genre de choses. Yves me dit, en Six Sigma, j'ai l'impression que le process doit avoir une répétabilité importante car on s'appuie sur des mesures, des stats et au final. Oui, absolument. Un process, c'est quelque chose qui est reproductible. C'est tout l'enjeu du processus. Vous êtes dans une entreprise qui, je ne sais pas moi, fait de la location de véhicules. Votre enjeu pour vous, c'est de signer très très vite un contrat, c'est de faire un état des lieux très très vite du véhicule et c'est que le véhicule il revienne très très vite. Si là, on ne parle pas de processus, je ne sais pas de quoi on parle. Et donc, l'idée, c'est qu'on ait quelque chose qui soit extrêmement reproductible. Parce que l'objectif d'un process, c'est qu'il soit le plus fluide possible. C'est que chacun perde le temps le plus faible possible, qu'on puisse faire rentrer encore plus de clients dans ce processus, qu'on puisse réserver encore plus de véhicules encore plus rapidement, qu'ils fassent un turnover encore plus important et qu'ils reviennent encore plus vite sur le lieu de travail. Tout ça, c'est un process. Donc, il faut que ça soit répétable, absolument. Si vous faites un truc une fois ou deux fois, c'est pas un process, ça c'est un projet, c'est une série d'activités qui sont à réaliser, mais c'est pas un processus. Il faut se souvenir qu'un processus, c'est transverse, ça amène plein de gens à collaborer ensemble. Voilà, c'est ça un process. Cédric me dit, le passage par tous les niveaux est obligatoire ou peut-on commencer au green par exemple? Alors, vous pouvez commencer au green. Là, je vous encourage à vous rapprocher de notre équipe commerciale ou d'envoyer un petit mail sur contact@skills4all. On répondra à toutes les questions qui se posent parce que ça dépend aussi de l'accréditeur. Il y a 2-3 petits détails, mais on peut le faire. Il faut juste en discuter un tout petit peu pour que ça soit bien clair. Dernière question, et puis je poursuis un tout petit peu. Serait-il possible d'expliquer les différentes options Sigma, Black, etc. Alors, je vous propose quelque chose. Je passe à la slide d'après, je réponds à cette question-là, parce que c'est l'heure du cadeau. OK, vous avez été super attentif déjà jusque-là. On va mettre dans le chat un lien vers un formulaire que je vous propose de remplir et qui va permettre de collecter les avis sur les futurs sujets que vous aimeriez voir traités pendant nos webinaires. Je pense que c'est toujours intéressant que vous nous fassiez un retour là-dessus et que vous nous fassiez un retour sur le déroulé de ce webinaire-là, ce qui a été, ce qui n'a pas été, etc. Et on va tirer au sort après 10 personnes et on va vous offrir un coaching de 30 minutes. Alors, vous allez dire 30 minutes, oui, OK. Mais on a quand même on a du temps pour se dire plein de choses en 30 minutes. Hein. Et ça va vous permettre, on pourra parler de ce que vous voulez sur le sujet du Lean Six Sigma quand même plutôt, mais pas obligatoirement. Si vous voulez parler de gestion de projet, d'agilité, de cybersécurité, d'IA, tout ce que vous voulez, on pourra en parler. C'est 30 minutes pour vous. Mais il y en aura 10. D'accord? Donc, vous avez un lien qui va s'afficher, l'équipe va mettre, a mis le lien dans le chat. Allez-y. Je réponds à quelques questions, on finit la présentation et puis on vous fera signe, il y aura un tirage au sort, etc. C'est un vrai tirage au sort, hein, c'est pas du fake. Et on vous offrira ces 30 minutes de coaching avec un immense plaisir. Alors, serait-il possible d'expliquer les différentes options? Alors, malheureusement, je n'ai pas énormément de temps, il faut que je termine. Yellow, c'est vraiment poser les bases de la méthodologie, définir le processus, savoir comment le mesurer, et comment le contrôler, savoir s'il dérive malgré les actions d'amélioration ou pas. Green, c'est je vais creuser un petit peu plus loin. C'est-à-dire, j'ai compris à peu près toute la méthodologie, je suis capable d'analyser statistiquement les phénomènes, je suis capable de trouver des actions d'amélioration et surtout de concentrer mon action sur là où ça donnera le plus d'effet. Parce qu'on peut dire on va résoudre tous les problèmes d'un coup, mais ça marche pas. L'entreprise n'a pas les moyens de ça. On va se focaliser sur les sujets les plus importants. C'est là la puissance en fait de cette méthodologie-là. Et puis le Black Belt, lui, il supervise l'ensemble de la méthodologie, il coach des équipes des autres belts, et donc il commence progressivement à monter en galon et en expérience, bien entendu.
J'ai entendu parler du white belt. Alors ça, c'est inconnu au bataillon. Je sais qu'il y a des organismes de formation qui font ça. Peut-être que c'est une manière de vendre une formation complémentaire, mais je ne voudrais pas être mauvaise langue non plus. Il y a tout ce qu'il faut dans Yellow Belt. Et je vous assure que le Yellow Belt, c'est déjà un super niveau. Voilà, c'est pas juste de la sensibilisation qu'on peut trouver sur Internet à droite à gauche. Il y a plein de contenu dans cette formation-là, et du coup, c'est pas une white belt. D'accord, vous voyez ce que j'ai dit. Allez, ben justement, on en arrive, avant de continuer sur les autres questions, à comment acquérir les connaissances. Ben, en fait, vraiment, certifiez-vous au Lean Six Sigma. Ne faites pas juste le Lean d'un côté ou juste le Sigma de l'autre, le Six Sigma de l'autre. Il y a vraiment intérêt à, quand vous êtes dans une démarche d'amélioration continue, à ce que vous voyez les deux approches, parce qu'elles sont complètement complémentaires. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout regarder le Lean d'un côté, mais le Lean Six Sigma, c'est la méthode la plus puissante pour adresser ces problèmes-là. Si vous êtes face à des problèmes complexes, si vous êtes face à des process, vous ne savez pas comment les attraper pour les améliorer, etc., etc. Vous retrouvez les trois niveaux. Alors, nous, on travaille avec l'IASSC qui a été racheté par PeopleCert maintenant, mais ça, c'est du détail, qui sont d'excellents programmes pour être certifié à l'international. Et puis pour le CPF, on travaille avec un accréditeur, un partenaire qui s'appelle Progress Partner, qui vous aide à ce que cette formation-là soit financée en fait par votre CPF. Donc on travaille avec eux, du coup on est CPF nous aussi, et on a un programme qui en plus est conforme à un standard international. Donc pour ça, eh bien, vous avez trois principaux produits. Vous avez la Yellow Belt, voilà, vous avez la Green Belt qui reprend également la Yellow ou pas. Hein, ça c'est à regarder en discussion avec vous. Et puis vous avez la Black Belt qui est bien sûr la plus connue. Ça commence à être connu à partir de Green. Et la plus connue des plus connues, c'est bien sûr la Black Belt. C'est ce qu'on connaît le plus aussi au judo, au karaté, tout ce que vous voulez. Donc ça marque les esprits, évidemment. Donc, vous avez ce qu'il faut sur notre catalogue, sur skillsforall.com. Vous avez les QR codes si vous voulez faire un petit flash là-dessus. Je vais répondre à quelques questions. Et tout ça pour vous dire que, en fait, c'est à disposition vraiment de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 8 pour comprendre tout ça. Tout ça est très fluide, mais très bien expliqué. Je veux dire, c'est accessible vraiment pour un très grand nombre de personnes. Alors, Alain qui me dit, la certification Sigma ne passe-t-elle pas aussi par le déroulement d'un véritable projet d'amélioration et non pas seulement par un porteur? Alors oui, dans toutes ces certifs-là, il y a besoin d'un retour d'expérience, c'est-à-dire que on va vous demander, avec Progress Partner, d'expliquer un petit projet que vous avez réalisé, d'expliquer ce que vous avez compris de tel concept, etc. Il y aura un tout petit peu de contenu à livrer. Mais on ne valide pas une expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, c'est la vôtre. Elle est propre à chacun. Vous travaillez peut-être dans l'industrie, d'autres travaillent dans les services, d'autres travaillent dans la pharma, etc. L'expérience professionnelle, c'est pas testable par une certification de ce type-là. En fait, quand vous passez des entretiens, vous avez bien sûr les diplômes, les certifs, et puis vous avez votre expérience. Ce genre de certificat ne remplace pas l'expérience professionnelle. Mais par contre, elle atteste que vous avez les compétences pour, le recul pour, la connaissance des sujets pour. Voilà. Alors, les prérequis pour la Green Belt, ça, je vous laisserai en discuter avec notre équipe commerciale et administrative. On vous enverra les liens pour que ça puisse se faire rapidement. Les liens avec ITIL 4, alors, quand on construit une organisation informatique, puisque ITIL, c'est pour organiser les DSI, les directions informatiques, si vous voulez, on a que des process. Process de gestion des incidents, process de gestion de problèmes, process de mise en production, process de réponse aux questions des clients, process de gestion des accès, process de disponibilité. Vous n'avez que des processus. Et il ne faut pas croire que la déclinaison dans ITIL, elle est forcément évidente dans toutes les entreprises. Donc, vous allez faire des choix. Et donc, vous allez avoir des processus que vous allez devoir améliorer ensuite. C'est tout à fait normal. Et dans ITIL, de toute façon, il y a une démarche d'amélioration continue. Là, on est, vous vous souvenez, dans Nitsima, dans une amélioration un peu en rupture quand même. Donc, il y a un pont direct entre ITIL 4 et Nitsima. Développer les gens avant de produire des pièces, c'est le fournisseur du Lean Management. Oui, mais c'est tout à fait ça. Hein. D'ailleurs, les méthodes de type Lean ou Six Sigma ne disent pas il faut éradiquer les gens. Au contraire, c'est-à-dire il n'y a plus personne dans le process, il n'y a plus de process, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus d'idées d'amélioration, il n'y a plus même de constat de dysfonctionnement.
Donc, les gens qui utilisent ces méthodologies-là pour dire « c'est super, on va éliminer les gaspillages, les gens, ce sont des gaspillages, eh bien, éliminons les gens ». Ça n'a jamais été ça dans ces méthodes-là. Vous savez, c'est comme tout outil, hein. Un marteau, ça peut servir pour faire des choses extraordinaires comme les pires des choses, hein. On a les films d'horreur pour attester de ça. Des outils comme Lean Management, etc., c'est la même chose. Il y a des gens qui s'en servent mal, ce pourquoi ils n'ont pas été prévus à l'origine. Et puis il y a des gens qui ont compris. Voilà. Alors, je suis étudiant au centre Six Sigma, très très bien, enchanté, Anouar, et très heureux que vous ayez participé à ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé des choses. Quelle est la crédibilité d'un collaborateur certifié vis-à-vis de sa direction? Alors, c'est, comment dire, la difficulté, c'est quand on a une direction qui n'est pas super sensible aux certifications et à la reconnaissance internationale. C'est-à-dire que, effectivement, quand à la direction, vous avez des gens qui vous disent les formations, c'est pour les autres, nous, on sait, avec un grand S majuscule, évidemment, c'est plus compliqué. Mais depuis pas mal d'années, les gens se sont rendus compte, et ça a fait le succès d'ailleurs du CPF et le succès de toutes ces certifications-là, hein, c'est que les gens commencent à comprendre qu'il y a un énorme intérêt à ce que les gens soient certifiés. Alors, dans les pays anglo-saxons, ça fait des années, hein. Dire aux États-Unis, ça fait 40 ans qu'on passe ce genre de certification-là. Vous avez toutes les certifications dans le monde informatique, sur Microsoft, sur Cisco, sur toutes les méthodologies et les outils qui existent. Ça fait des années et des années que ça existe dans le monde anglo-saxon. En France, on a comme toujours un temps de retard, mais là, on est en train de commencer à combler progressivement ce retard-là. Donc, la certification, elle commence à être connue maintenant. Et si la direction ne le reconnaît pas, vous pouvez aussi pousser ce genre d'éléments à sa sagacité, si je peux m'exprimer comme ça. Peut-on appliquer le Lean Six Sigma pour améliorer l'expérience client? Je vous le recommande, parce que, Pélagie, parce que si on n'est pas concentré sur l'expérience client, c'est-à-dire en gros son process à lui, on n'est pas capable de trouver la solution qui va bien à ses problèmes, à ses interrogations, etc. Et donc, il y a deux questions qui se posent à ce niveau-là. C'est est-ce que je dois construire une nouvelle expérience client? Et là, on est dans du build, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ça, c'est plutôt du design thinking. Et est-ce que j'ai une expérience client à améliorer? Et là, vous êtes en plein dans le Six Sigma. Où sont les goulots d'étranglement? Où sont les moments où le client, en fait, il est en peine, en risque par rapport à son produit ou à son expérience vis-à-vis de vous? Tout ça, c'est un processus. Y a-t-il un autre moyen d'obtenir une certification Lean Six Sigma Black Belt et que de passer un examen? Non. Là, pour le coup, si vous voulez une certification, il faut passer un examen. Ou si vous voulez une certification reconnue. Après, sur un coin de table, je peux vous faire un certificat Black Belt, mais je ne suis pas sûr que ça vous serve beaucoup. Je caricature, hein, bien sûr. Mais oui, là, c'est forcément un examen. Voilà, question. Alors, one-to-one, le coaching, absolument, hein, pour Y. Absolument. Et puis, quel est le moyen? Allez, je réponds à une dernière parce qu'il est déjà 13 heures. Quel est le coût moyen d'une formation Six Sigma selon la belle visée? Eh bien, voilà, vous l'avez sous les yeux. Pour une Black Belt qui reprend tout le cursus, c'est un tout petit peu plus de 2 000 €, ce qui est vraiment pas grand-chose parce que nous, on écrase les coûts d'une manière assez considérable. Pour un Green, c'est 1 700. Pour un Yellow, c'est 1 000. Voilà, vous avez tout ça, c'est finançable au CPF. Et on le fera avec grand plaisir pour vous. Il y a d'autres certifications, je laisserai passer ça. Et surtout, si vous avez la moindre question, si vous avez le moindre doute, le moindre questionnement, on est à votre disposition, appelez-nous. Et puis, on répondra à tout ça. Quelle que soit l'issue de cet entretien-là, on sera ravis de pouvoir partager avec vous. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. Les autres questions, on va y répondre par mail ou par téléphone si vous nous laissez votre téléphone et on sera absolument ravis. Merci de vous être connectés aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir. Il y a eu plein de questions. C'est toujours génial quand il y a plein de questions comme ça. Je vous donne rendez-vous alors à la rentrée. Je ne pense pas qu'on va faire un webinaire pendant l'été. Je vous souhaite de bonnes vacances et puis on se revoit très, très vite. À très bientôt.